Je suis fortement convaincu que dans la classe politique congolaise, il n'y a pas deux frustrés plus que Martin Fayulu. Il n'y a pas deux victimes politiques plus que Martin Fayulu. C'est lui à qui on a volé le pouvoir. Nanga l'a dit. Et aujourd'hui, Martin Fayulu se trouve au milieu. Le même Nanga a dit que celui qui a gagné les élections de 2018, c'est Kabila. Et c'est ce qu'il dit. Sur Télé 50. C'est même ça, le manque de crédibilité. Pourquoi vous croyez à la deuxième version qu'à la première? Non mais, qui le dit? Qui se dédie? C'est Nanga, ce n'est pas moi. Et lorsque Nanga vous dit que Tshisekedi n'avait pas été élu, malheureusement, il ne dit jamais aux Congolais qui a été réellement élu. Conclusion logique, nous disons que c'est Fayulu qui a été élu. Donc, Fayulu se retrouve au milieu d'un voleur de son pouvoir, qui est Joseph Kabila et Nanga, et d'un receleur de son pouvoir, qui est Félix Tshisekedi. Alors lui choisit le moindre mal. Parce que les receleurs n'existera pas si les voleurs n'existent pas. Et dans ces rapports de force, Tshisekedi, pour équilibrer, il veut quelqu'un de l'Ouest. L'élément ici, c'est que Fayulu va prendre la primatie. Soit par lui-même ou par quelqu'un qui lui va mettre. Fayulu, dans le discours, il y a 3 minutes. Il a tenté de convaincre le cardinal Ambongo. Et moi, j'ai demandé à rencontrer Félix. Le cardinal nous suit. J'ai rencontré Félix Tshisekedi. Moi, je vais plaider pour que c'est dans l'église catholique et l'église protestante. La réponse d'Ambongo à Fayulu était claire. Nous avons besoin d'intercesseurs. Quand les évêques, si ça tourné na bango, ngai moko cardinal na commis la président de la République message par Yamba Baron. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais répondu. Alors, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Quand Kabila fait son discours, l'engouement qu'a créé, Kabila sera l'interface. Kabila va être l'interface de Tshisekedi. Alors, il fallait refuser que ce soit Kabila. Il fallait répondre. Mais il est allé répondre en dehors du terrain, en état hors jeu. Un très bel exercice comparatif entre le cas de Nicolas Kazadi, c'est celui de Jean-Marc Kabonde. Ils ont tous les deux le même statut. Député national, député national. Ils ont posé pratiquement le même fait. Propagation de faux bruits, outrage au président de la République, etc. etc. C'était des discours. Deux députés ont tenu de discours compromettants et dérangeants. Il est allé jusqu'à minimiser le ministre d'État de la Justice. Alors pourquoi Pourquoi Jean-Marc Kabonde a fait la prison? Constant Moutamba à la porte de la prison. Tout ce que je sais, la prison pour un acteur politique n'a jamais été un certificat de décès. Par contre, pour certains leaders, la prison est un chemin royal qui trace une destinée meilleure pour les grandes visions et pour les grandes actions au bénéfice du peuple. Martin Luther King a été arrêté. Nelson Mandela a été arrêté. Patrice Emery Lumumba a été arrêté. Autant de grands personnages, les Mahatma Gandhi. C'est un chemin de grands. Et les grands connaissent le grand problème. Et aujourd'hui, je suis fortement convaincu que Constant Moutamba s'inscrit dans une voie de la grandeur. Et je lui dirais d'avoir un mental d'acier, de garder ses 2 pieds sur terre, parce que c'est cela les impératifs de la grandeur, c'est ça son destin, c'est ça son chemin et c'est ça son combat. Il doit les assumer comme tels. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le
cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haute gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Excellent début des semaines à toutes et à chacun. Merci de nous retrouver. Nous sommes contents que vous soyez nombreux à regarder cette tribune qui s'impose, qui est devenue culte chez vous. Merci de votre confiance à ces programmes. Bienvenue sur Politicon. Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus manquer de nos contenus à l'avenir. Nous allons évoquer beaucoup de sujets d'actualité et nous pensons que vous serez bien au rendez-vous pour suivre les analyses de notre expert que nous avons fait venir sur ces plateaux. On parlera de l'an 1 depuis l'investiture du gouvernement suminois par l'Assemblée nationale. Les commentaires vont dans tous les sens, mais une chose dont on est sûr, les paniers de la ménagère, c'est vide. La vie flambe. Le coût de la vie, la précarité qui continue à gagner du terrain, au-delà des statistiques macroéconomiques, la réalité est que de plus en plus de familles congolaises ont du mal ou peinent à joindre le debout. On parlera de ça dans quelques minutes. Si vous ne nous quittez pas, il y aura beaucoup de choses à dire. Exactement, Kinshasa, sous les eaux des pluies diluviennes depuis quelques jours, oui, près d'une trentaine de morts ont été enregistrés à la suite des eaux diluviennes qui se sont abattues sur la capitale Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 juin 2025.
qu'est-ce qui se passe exactement? Où seraient passés ceux qui savaient mieux interpréter les signes? Faut-il lier ce qui se passe dans la capitale à un phénomène naturel ou lié à des cours de sciences tels que la climatologie, ou il faut y voir une signification beaucoup plus profonde, une signification beaucoup plus spirituelle? Eh bien, on va tenter d'y revenir. La réponse, si c'est dans la climatologie ou dans le cours des sciences. Et puis, on va chuter par l'affaire Nicolas Kazadi, des poids, des mesures. C'est la grande question que nous allons nous poser. À quel niveau la politique est en train de s'y mêler? Nous allons nous interroger et nous sommes contents de démarrer la semaine avec Maître Manix Iyenda, le volontaire de la République, qui nous a manqué pendant un certain moment. Nous sommes très très contents et honorés de vous avoir sur notre plateau. Comment allez-vous? Sentiment partagé, je me porte très bien. C'est vrai, sous la fièvre de la précarité sécuritaire, de la précarité sociale, mais nous y tenons parce que nous restons positifs. Positif. Un an, l'an 1 du gouvernement suminois depuis l'investiture. Est-ce que le gouvernement suminois a tenu à ses promesses? Je pense que le gouvernement souminois, c'est un gouvernement qui a été investi dans un contexte très particulier. Et c'est un gouvernement qui porte autant de défis très particuliers qui dépassent le cadre classique de la gestion de la chose publique de l'État. C'est un gouvernement de guerre, c'est un gouvernement qui a la plus grande mission de restaurer la paix, de restructurer l'armée, d'augmenter en termes de budget le budget destiné à l'armée pour doter à l'armée notamment de dispositifs matériels importants afin de bouter dehors l'ennemi qui s'installe. Je salue déjà cette dynamique positive du gouvernement congolais sous la houlette de Mme Judith Souminois d'avoir doublé la solde de militaires congolais, ce qui entre justement dans ce cadre de la restructuration de l'armée et du grand défi de rassurer l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc c'est un gouvernement qui a la plus grande mission, celle de restaurer la paix. Mais pour y arriver, il faudra un leadership efficace. Mais on a remarqué que le gouvernement suminois s'est fait caractériser par un leadership faible qui n'a pas permis justement de surmonter des enjeux et des questions majeures de notre existence. Moi, je ne suis pas d'accord avec votre aperçu de choses eu égard à la manière de gérer du gouvernement congolais. Je vous ai dit au prologue de mon intervention que nous sommes dans un contexte particulier, dans un contexte de vicissitudes, dans un contexte d'insécurité qui perturbe même le fonctionnement normal d'un État. Vous savez, même du point de vue de recettes, tout change du moment où le Nord Kivu, qui participe de manière considérable au renflouement de recettes nationales, je dirais pareil pour le Sud Kivu, cela affecte directement l'appareil économique de l'État. Et malgré ces problèmes, malgré ces équations, je crois que Mme Judith Souminois, avec son gouvernement, ils ont pu arrêter l'hémorragie, notamment sur la question du taux d'échange, ce qui est un grand défi, parce que le peuple l'a autant réclamé. La baisse du taux de dollar, ici c'est vrai, on ne parle pas en termes de baisse, mais plutôt en termes de stabilité de la monnaie dans le marché d'échange. Et ça, c'est un effort qu'il faudra insérer dans nos analyses. Autant pour le prix des carburants, etc., etc. Et donc, il y a quand même certains efforts, c'est vrai, minimisables, mais quand même, nous devons prendre en compte lorsque nous faisons nos analyses de manière objective. Je vous ai dit, lorsqu'on est dans un contexte de guerre, je crois que le lean bouge, les lignes changent parce que dans un contexte de guerre, le défi majeur, c'est la paix. Et le gouvernement congolais
et dans cette dynamique-là, tout en s'appuyant en même temps sur le levier Mais aucun économique. défi majeur n'a été relevé jusqu'à preuve du contraire. Non, mais nous sommes dans un processus de restauration de la paix. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait sur le plan diplomatique. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, rien n'est fait sur le plan militaire. Sur le plan diplomatique, il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais qu'est-ce que ça représente au niveau de l'opinion tant internationale que nationale? Non, mais la diplomatie a toujours été une démarche processuelle. Une démarche, c'est vrai, de longue haleine, mais qui finira par obtenir, disons, de résultats escomptés au bénéfice de la RDC. Donc c'est une voie que nous avions optée. Autant pour la voie militaire, il est vrai, nous sommes en plein processus, mais la finalité, je crois que cela sera meilleur par rapport aux résultats que le gouvernement congolais pourra obtenir. Par mais la diplomatie diplomatie est aussi tributaire de notre politique extérieure. Quelle est la politique extérieure que nous marquons ou qui est la nôtre en cette période particulière de l'histoire de notre pays? Sur le plan diplomatique, vous savez que beaucoup de lignes ont changé. Souvenez-vous du narratif de la communauté internationale. Je parle principalement de grandes nations, la posture de la France par rapport à l'agression rwandaise contre la RDC. La France, à un moment donné, elle a été dubitative. La France a été passive. La France était incapable d'endosser la responsabilité de l'agression sur le dos du Rwanda, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous aviez vu à l'époque même la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, sur la question du M23. C'était un discrédit carrément sur l'armée congolaise, tout en jetant les dévolus sur une armée rebelle, alors que nous sommes dans un contexte de respect de souveraineté, parce que les Nations Unies est un réceptacle qui reconnaît les souverainetés des États membres. Aujourd'hui, la position des Nations Unies a totalement changé. Je dirais pareil pour l'Union africaine, je dirais pareil pour l'Union européenne, autant pour les autres organisations sous-régionales. Cela est l'œuvre d'une dynamique diplomatique diligentée par le gouvernement congolais. Mais ça change dans le discours. N'oubliez pas aussi qu'ils sont aussi dans la politique. Et que tout ce qu'on dit, ce n'est pas forcément tout ce que l'on poursuit comme engagement. Mais sur le terrain, ça titube encore. Non, mais vous ne pouvez pas parler de politique aussi longtemps que les conséquences du point de vue diplomatique sont réelles. Je prends par exemple la rupture diplomatique entre la Belgique et le Rwanda. Au cœur, c'était le sujet de la RDC. Ça, c'est une conséquence diplomatique réelle. Les sanctions de l'Union européenne contre le Rwanda et certains officiels rwandais, vous ne direz pas qu'il ne s'agit que de simples postures politiques internationales, alors qu'il y a des sanctions du point de vue diplomatique créant des conséquences réelles. Il y a eu le retrait même du Rwanda à la CAC. C'est une conséquence diplomatique réelle. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas minimiser la démarche qu'a engagée la RDC du point de vue diplomatique. Déjà, je l'ai dit au début, nous nous appuyons sur le deux leviers. Le levier militaire, le front militaire, autant pour les leviers diplomatiques, qui est un levier aussi important parce que la dimension de la guerre aujourd'hui requiert essentiellement une diplomatie pour l'intervention non seulement des États partenaires de la RDC, des États voisins, mais aussi des organisations internationales pour nous proposer une voie de sortie qui est celle qui nous amènera à une paix durable. Devons-nous en rester là ou il faudra continuer d'insister puisque la politique ou encore des questions diplomatiques sont dynamiques, sont des questions dynamiques. Et il n'y a pas plus longtemps qu'il y a un mois, le Rwanda a reçu à signer de nouveaux partenariats avec Washington. Est-ce que devons-nous changer d'option ou continuer avec le même narratif comme vous l'avez soutenu tantôt ou passer à une vitesse supérieure et en quoi faisant? Il faut garder la flamme, maintenir l'élan, peut-être en faire un peu plus, parce que c'est vrai, les attentes de la RDC eu égard
à la réaction de la communauté internationale, autant pour les institutions internationales, les cas pour les Nations Unies, l'Union européenne. Je pense que les attentes sont un peu mitigées. Parce que la passivité dont on a décrié à charge de la communauté internationale, cette passivité reste remarquable jusqu'à ce jour. Je prends le cas d'une résolution qui a été rendue au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773, qui revêt un caractère contraignant, imposant le Rwanda à pouvoir se soumettre aux exigences du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais malheureusement, sur terrain, rien n'est fait dans le sens de contraindre le Rwanda eu égard à la recommandation faite. Je dirais pareil pour certaines décisions prises au niveau de l'Union européenne, pareil pour l'Union africaine, l'EAC et même la SADC. Et donc cette passivité ne profite pas à la RDC aujourd'hui. C'est là où je suis d'accord avec vous, c'est vrai, la diplomatie, moi je la prends comme une stratégie des tampons, une stratégie qui permet à la RDC de gagner le temps, pour profiter de ce temps-là, restructurer l'armée, parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit, une paix obtenue par la voie diplomatique n'est qu'une paix temporaire, mais une paix obtenue par la victoire d'une armée, c'est cela une paix durable. Parce que la question des garanties de la souveraineté nationale, la question de la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la question de la protection de l'intangibilité de nos lignes frontalières, la question de la protection de la population congolaise relève de la capacité dissuasive de l'armée congolaise. Voilà pourquoi il est tellement important de doter à l'armée de tous les dispositifs matériels importants afin de bouter dehors. Il est vrai, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est notre ennemi ciblé, mais demain, ce serait peut-être l'Angola. Demain, ce serait peut-être le Congo-Brazzaville. Alors, qu'est-ce qu'on fera demain si on est en face d'une telle agression aussi longtemps que l'armée n'est pas en mesure d'assurer la défense nationale? Je crois que la RDC doit s'appuyer sur le deux leviers, levier diplomatique et en même temps le levier militaire pour effectivement restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Très bien dit. Et on va finir peut-être avec une dernière question sur l'an 1 du gouvernement seminois. On a eu de ministres compétents, des voix de plus en plus nombreuses se sont levées pour dénoncer une incompétence notoire de certains ministres dont les actions ou l'absence d'action semble paralyser certains secteurs. Et en tant que leader, comment ce Minois n'a pas eu la responsabilité de sanctionner ou d'agir en mettant hors état de nuire le ministre supposé être incompétent? Vous savez, le gouvernement est une coordination. Dans un gouvernement, il règne un esprit d'équipe. Le principe de la collégialité. Tout à fait. Mais malheureusement, cet esprit d'équipe qui doit démontrer le sens d'une coordination gouvernementale, ça a disparu, n'existe pas. Au profit de la concurrence. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi, dans nos analyses ou lectures sur chaque action menée par le membre du gouvernement, nous devons faire des analyses individuelles. Il est vrai, je vous donne raison, beaucoup de ministres sont improductifs. Beaucoup de ministres ne favorisent pas, ne facilitent pas non plus la tâche à la première ministre de pouvoir accomplir tous les défis inscrits dans le cadre du programme du gouvernement. Je dirais pareil pour la vision du président de la République qui est celle à pouvoir répondre aux attentes du peuple. Pour moi, il y en a trop peu qui tirent leur épingle du jeu. Non, mais bien sûr que oui. Beaucoup sont incompétents, beaucoup sont dans des futilités inutiles, beaucoup sont attachés à l'accessoire qu'au principal. Regardez même leurs agissements au sein du microcosme politique national. J'ai même vu certains qui s'évertuent à des activités propagandistes, comme si on était dans une campagne électorale, alors qu'ils ont un secteur à gérer, ils ont des attributions, ils ont des missions à accomplir dans le cadre de leur ministère. Certains se lancent à une bataille des escalades, des collisions verbales, avec autant d'invectives et des discours désobligeants à l'égard d'eux autres, aussi longtemps qu'ils ont toute une gestion, tout un secteur à gérer et le peuple le regarde avec un regard beaucoup plus soucieux parce que ce ministre-là
ne produisent absolument rien du tout. Allez, il faudra peut-être faire de remue-ménage. Je l'espère bien, mais il faudrait que les chefs de l'État Tape du poing sur la table. justement, tapent sa main sur la table et essayent d'être quand même rigoureux. On ne choisit pas. C'est à lui de l'être ou à la Première ministre? Non, mais c'est d'abord au chef de l'État, l'autorité des nominations. C'est vrai, la Première ministre, elle participe, elle propose au président de la République certains profils. Mais il faudrait des hommes à situation parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui demande des hommes courageux, des hommes capables de pouvoir résoudre le problème de la population congolaise. Nous n'avons pas besoin des ministres qui viennent remplir les chaises du gouvernement, qui viennent d'ailleurs sucer davantage les trésors publics, alors que le peuple congolais a besoin d'argent, besoin des solutions à leurs problèmes. Et donc, c'est au président de la République de prendre en compte la qualité, le profil, la probité, l'engagement, l'abnégation et même la passion pour le Congo lors du nouveau recrutement des animateurs du nouveau gouvernement. Et sur plus de 50 membres du gouvernement, combien qui vous ont fasciné, vous particulièrement? Moi, je dirais en premier, c'est Constant Moutamba. Il a été exceptionnel dans sa démarche, exceptionnel dans sa façon d'administrer ce qu'il a appelé une thérapie de choc, qui a apporté autant de réformes, qui a bougé de ligne et qui a dérangé ceux qui étaient dans le camp de la compromission aux valeurs sacrées de la République. En deuxième lieu, je pense que Mme Thérèse Wagner, Taïkwamba, a été très exceptionnelle. C'est un profil distingué de par la qualité de son service rendu dans le cadre de son ministère et les résultats sont là. Mais après, à part les deux, je ne vois pas d'autres, malheureusement, qui sont là, mais qui ne font absolument rien. Et je ne suis pas convaincu de leur À partir de ce moment, qualité. comment soutenez-vous que le gouvernement suminois a marqué des points alors qu'il n'y a que 3 ou 4 membres du gouvernement Non, qui mais je essaient n'ai de pas se dit que distinguer? le gouvernement souminois a marqué de points. J'ai dit que le gouvernement souminois reste indélébilement attaché au défi principal qu'on appelle la paix. Allez. Sur la question sociale, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Allez, merci beaucoup. Kinshasa sous les eaux, Manik Seyenda, vous y habitez. En tant que Cunois, on ne peut pas produire toute une émission sans parler de la situation à laquelle dont nous sommes préoccupés. La situation d'inondation, la question d'inondation. Kinshasa sous les eaux de pluie. Qu'est-ce qui se passe? Faut-il lier ce qui se passe à la climatologie au cours des sciences, où la réponse est beaucoup plus spirituelle qu'on ne le pense? Malheureusement, je ne suis pas dans ce schéma-là. Moi, je suis plutôt dans le schéma de la gouvernance et des leadership de qualité. Et dès lors qu'on échappe à ces binômes magiques pour transformer une société, eh ben, on ne peut que se solder à un résultat des fiascos, ce qui est malheureusement le cas. On assiste à une forme d'ingouvernabilité, à un vide de gestion. Kinshasa aujourd'hui ressemble à un poteau vide. Et Kinshasa n'est pas géré. Non, Kinshasa n'est pas géré. C'est lui que vous appelez gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le seul gouverneur qui ne gouverne pas malheureusement. Et les résultats sont là, les conséquences sont là. Et c'est le peuple qui en pâtit. Les problèmes, c'est surtout à quel niveau? Un problème de moyens, un problème d'intelligence? Un problème ou de la vision. politique qui s'y mêle comme d'habitude? Un problème de vision, un problème lié à l'absence de paradigme clair de gestion, un problème de l'absence du principe d'adaptabilité par rapport aux problèmes que pose la ville-province de Kinshasa. Je l'ai toujours dit, cette ville a été conçue sur base d'un plan urbanistique qui nous a été légué par les colons belges, avec une démographie beaucoup plus précise, avec des infrastructures routières beaucoup plus précises, mais quelques années plus tard, il faudrait adapter Kinshasa selon les besoins de l'heure. Selon l'évolution. Selon l'évolution de temps. Quel est le plan du développement pour la ville-province de Kinshasa aujourd'hui? Quel est le plan urbanistique?
pour la ville-province de Kinshasa aujourd'hui? Quelle est la politique de gestion de la population de Kinshasa aujourd'hui? Et donc, vous allez être d'accord avec moi que Kinshasa aujourd'hui est un vide en termes de vision, en termes de paradigme de gestion. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que subir les conséquences. Et quand on sait de que Kinshasa, c'est le miroir du Congo, comment on ne pense pas à y placer des gouverneurs compétents? C'est le résultat d'un multipartisme irrationnel, irréfléchi. Voilà, les partis politiques nous imposent, en lieu et place de la démocratie, un système de particratie où les partis choisissent le gouverneur de leur gré, choisissent les ministres de leur gré, choisissent les animateurs des entreprises publiques de l'État de leur gré, sans compétences, sans qualité requise, sans background, sans expérience de gestion de la chose publique de l'État. Les conséquences, nous en tirons et c'est le peuple qui en pâtit. Et pour l'heure, en attendant que l'on trouve le meilleur profil possible pour la ville, la capitale province de Kinshasa, je voulais dire la ville province de Kolosi, la ville province de Kinshasa, en attendant de trouver les profils rares, les oiseaux rares, pour l'heure, faudrait-il délocaliser la capitale pour faire face au phénomène embouteillage, faire face peut-être à tout ce que nous décrions dans la capitale? Commençons d'abord à délocaliser les mauvais animateurs. C'est le premier acte qu'il faut poser. Il faut extirper les incompétents sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. Kinshasa est une ville métropolitaine. La population de Kinshasa est une richesse. Il suffit pour celui qui dirige Kinshasa d'avoir une capacité managériale, un leadership transformationnel pour transformer la population de Kinshasa à une plus-value, à une valeur ajoutée dans le système économique de la province. Là où il y a une forte densité de la population, avec des politiques fiscales, on peut renflouer l'enveloppe fiscale ou financière de la province parce qu'on va transformer cette population à des véritables contribuables. C'est une question de vision. Vous avez toujours soutenu que les communes, à leur niveau, ont une lourde responsabilité aux missions et peuvent faire de grandes choses dans leur municipalité. Mais on a l'impression, jusqu'à ce jour, personne ne vous a suivi pour mettre en place cette vision que vous avez portée à un moment. Vous savez, je l'ai toujours dit que le problème du Congo n'a jamais été un problème normatif. Ça n'a jamais été un problème des textes, un problème de loi. Et c'est plutôt un problème anthropologique. C'est l'homme qui pose problème. Les textes ont tout prévu. Il y a toute une loi sur l'organisation et la gestion des entités territoriales décentralisées. Et cette loi répartit les compétences des ETD, villes, communes, secteurs et chefferies, et accorde à ces entités une autonomie de gestion financière et administrative, capable de prélever des taxes, avec des ressources financières beaucoup plus étendues, capable de créer de nouvelles unités économiques pour le développement des ETD. Malheureusement, dans la pratique, cette loi-là souffre de l'applicabilité. Pourquoi? Parce que ceux-là qu'on met à la tête et des provinces et des ETD sont incompatibles avec l'esprit du législateur qui veut le développement et au niveau de province et au niveau de collectivités locales. Et donc, la conclusion, il faut délocaliser les incompétents à la tête des institutions de la République. Bien, merci. On va changer de sujet pour parler de l'affaire qui fait polémique, qui fait jaser en même temps. L'affaire qui se trouve être discutée à ce moment dans presque tous les salons politiques. L'affaire Constant Mutamba. Hier, dans la soirée, l'Assemblée nationale, contre toute espérance, a autorisé des poursuites contre le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Mutamba. Curieux que cela puisse paraître, un autre réquisitoire concernant l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, poursuivi presque pour des faits similaires,
l'Assemblée nationale a voté pour la non-poursuite de Nicolas Kazadi. Que comprendre de tout ce qui se passe? À quoi joue désormais l'Assemblée nationale? Nous allons nous interroger avec Maître Manik Seyenda, Constant Moutamba, à la porte de la prison. Tout ce que je sais, la prison pour un acteur politique n'a jamais été un certificat de décès. Par contre, pour certains leaders, la prison est un chemin royal qui trace une destinée meilleure pour le grande vision et pour les grandes actions au bénéfice du peuple. Martin Luther King a été arrêté. Nelson Mandela a été arrêté. Patrice Emery Lumumba a été arrêté. Autant de grands personnages, les Mahatma Gandhi. C'est un chemin de grands. Et les grands connaissent le grand problème. Et aujourd'hui, je suis fortement convaincu que Constant Moutamba s'inscrit dans une voie de la grandeur. Et je lui dirais d'avoir un mental d'acier, de garder ses deux pieds sur terre, parce que c'est cela les impératifs de la grandeur. C'est ça son destin, c'est ça son chemin et c'est ça son combat. Il doit les assumer comme tels. C'est un appel à la mobilisation lancée au corps des inspecteurs pour la reprise des missions dans les entreprises et établissements publics. Le chef de service Christophe Bitassi Mwabayi, avec à ses côtés son second Emmanuel Chibingu et les coordonnateurs Hermani Eleza, a réuni mercredi 11 juin 2025 dans la salle amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi les inspecteurs généraux de finances et inspecteurs de finances pour leur donner des instructions claires sur les modalités pratiques de la reprise des missions de contrôle. Pour le numéro 1 de ces services d'audit supérieur, cette annonce est la continuité des missions déjà entamées. Il a juste fallu donner des nouveaux termes de référence qui seront comme une nouvelle feuille de route. Il s'agissait du lancement d'une vague de missions. Ce sont des missions qui constituent une continuité des missions qui étaient déjà en cours, mais dont les autres missions, la durée des autres missions a expiré. Aujourd'hui, on a relancé les nouveaux ordres de mission qui reconduisent les missions qui étaient déjà en cours, mais il y a d'autres ordres de missions qui concernent de nouvelles missions. Et on a essayé de sensibiliser les inspecteurs des finances sur les termes de référence de ces missions et sur les comportements à tenir lors de l'exécution de ces missions. Cette séance de travail de l'annonce du lancement d'une vague d'émissions de contrôle a priori a duré plus de 2 heures du temps et s'est déroulée dans une atmosphère conviviale entre la hiérarchie et les inspecteurs de finances. Il s'est dénoté que cette rencontre fait suite aux instructions reçues de la haute hiérarchie afin de maintenir l'élan de la bonne gouvernance financière prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le fond, ce qui lui est reproché, tient-il la route où l'on s'inscrit sans vergogne dans une campagne de sape? En aucun cas de figure, tout ce qu'on reproche à M. Constant Moutamba tient la route. Finalement, je me demande, on le reproche de quoi? Est-ce qu'on le reproche d'avoir détourné les deniers publics de l'État? Ou on les reproche pour ce qu'ils ont qualifié des tentatives du détournement, alors que les législateurs ne parlent pas des tentatives du détournement. Cette infraction n'existe pas dans le code pénal congolais. Souvenez-vous d'un principe aussi basique de droit pénal, le nullum crimen nulla poena sine lege. Il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de procédure en dehors de la loi. D'où vous avez tiré cette nouvelle définition du détournement pour infliger la responsabilité pénale à celui qui n'a pas détourné les deniers publics de l'État. C'est cela l'amalgame, c'est cela la mauvaise foi, c'est cela le complot politique qui se dessine contre celui qui a administré une thérapie de choc, une thérapie qui dérange et qui dérange surtout les mafieux et les ennemis de la République. Est-ce que ce n'est pas facile de vous appuyer sur ce qu'il a fait ou bien sur l'énergie avec laquelle il a travaillé pour mettre à mal
le réseau mafieux. On ne revient pas sur ça. Peut-être que vous vous appuyez sur ça pour justifier ce qu'il a fait. Mais restons dans le fond du dossier reproché à Constant Moutamba. Les erreurs administratives en droit ne sont-elles pas passibles de sanctions? Mais il s'agit de quelle erreur? Commençons par là. Qu'est-ce que Moutamba a commis comme erreur administrative? Jeudi Souminois lui avait rétorqué dans un communiqué en lui demandant de présenter les documents ou les pièces manquantes au dossier relatif à la construction d'une prison et des centres d'arrêt, des maisons d'arrêt à Kisangani. La complémentarité des documents dans un dossier n'a jamais été considérée comme une erreur administrative. Jamais. Il n'y a pas que ça. Quoi d'autre? Le gré à gré. Le gré à gré est l'un des modes prévus dans la réglementation relative aux règles de passation de marché public. Dans notre pays, nous en avons deux. Au-delà des gré à gré, c'est l'appel d'offres. Mais pourquoi il a obtenu pour le gré à gré? Parce que le gré à gré... Quelle urgence? Non, mais vous savez, lorsque l'on veut construire une prison, les prisons relèvent de ce qu'on appelle les ouvrages de haute sécurité. Et les ouvrages de haute sécurité relèvent justement de cette question de l'urgence. Ça, c'est de un. Et de deux, sur le plan de fait, la prison centrale de Makala, elle a été conçue pour un effectif de 1500 prisonniers. Et aujourd'hui, nous dépassons le cap de 15 000 prisonniers. Ce qui explique une promiscuité insupportable et ce qui explique également l'urgence de désengorger et de construire de nouvelles prisons. Souvenez-vous, depuis l'époque coloniale, aucun ministre de la Justice ne s'est permis de construire ne serait-ce qu'une prison alors que la démographie de notre pays, je l'ai dit, accroît le jour. L'absence de politique carcérale dans le chef de ceux qui ont géré les secteurs de la justice. Et Constant Moutamba, aujourd'hui, il renverse la tendance, il apporte des réformes avec des résultats escomptés. Je ne sais pas, on reproche Moutamba à quel niveau. On dit qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de la première ministre comme autorité de tutelle sur cette question des passations de marché public. Non, mais la loi, les textes, c'est très clair. En ayant un délai de 12 jours, si la première ministre n'a pas donné son cutus, la validation est d'office. Le droit, c'est aussi les subtilités juridiques. Le droit loge dans le nuance, dans les exceptions. En quoi Moutamba a commis une faute? Et vous le savez d'ailleurs, même s'il y a une faute administrative, la sanction administrative n'a jamais été pénale. La sanction administrative demeure administrative, notamment la nullité. Si Moutamba a opté pour des procédures administratives non indiquées, annuler le marché. C'est plus simple que ça. Annuler les marchés, mais dans tout le cas, la République paiera quelque chose. La République parce que le fonds est déjà logé sur un compte de l'entreprise qui a gagné le marché. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Le compte ne peut pas être logé dans le compte du ministère de la Justice et exécuter en même temps l'ouvrage. L'entreprise, c'est lui les prestataires du dit ouvrage, de ce projet. Il faudrait que le fonds soit alloué ou encaissé dans le compte de l'entreprise pour que l'entreprise effectue des différentes dépenses. L'achat des matériels, les paiements de son personnel, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe. Même dans le dossier Bukanga Lonzo. Le compte de l'État ne gérait pas le fonds destiné à l'exécution du projet Bukanga Lonzo. C'était dans le compte de la société Africam. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous allez vous imaginer, on est dans une situation où on ne sait pas qu'est-ce qu'on reproche réellement. Mais les députés ont eu à reprocher beaucoup de choses. Comme quoi? Je pense que vous avez suivi la plénière. On parle de contours de ce dossier. On parle même de l'entreprise ayant gagné le marché. Une entreprise qui serait, selon les affirmations de certains députés, fictive.
pas d'adresse physique, pas de personnel, aucune expérience en matière de construction des prisons. Comment un membre du gouvernement, ministre d'État, s'est-il permis pareille chose? D'abord, en parlant de contour. Le contour de ces dossiers est très simple. Les fonds dont est question, c'est un fonds qui découle de ce fonds qu'on appelle FLIVAO, qui est un fonds, en réalité, des dommages, intérêts payés par l'Ouganda suite aux dommages causés à la RDC dans la Grande Orientale, et c'est sur base d'une décision de la Cour internationale de justice. Et parce qu'il s'agit d'une décision de justice, ces dommages et intérêts, la Cour internationale de justice a estimé qu'il faudrait les canaliser vers le compte du ministère de la Justice. Ça, c'est le premier élément. Et dans ce compte, il y avait une quotité, au-delà du fait d'indemniser les victimes des guerres au niveau de la Grande Orientale, il y avait une quotité qui a été destinée pour construire les prisons. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi Kisangani, parce que ça fait partie de la région dans laquelle il y a eu des victimes de ces atrocités commises par l'Ouganda. Et de deux, ce projet a été soumis à un check-up institutionnel au Conseil des ministres et à la validation. Je voulais en venir, le dossier du Premier était ministre. Soumis au Conseil des ministres. Effectivement. Le Conseil des ministres l'a validé. Effectivement. Comment expliquer Madame la Première ministre l'a validé également. Comment expliquer cet imbroglio alors? Mais et pourquoi le gouvernement ne s'y penche pas? Non, mais c'est même ça le complot politique. C'est même ça l'acharnement contre Moutamba. Et au bout de compte, les 19 millions en question n'ont jamais été détournés. Ça se trouve dans un compte. Quitte au gouvernement de prendre cet argent s'il faudrait construire le route pour la ville-province de Kinshasa, qui plaise à eux de le faire. Ici, on parle du détournement de deniers publics. Vous savez, en matière de détournement, il y a plusieurs détournements. Il y a les détournements de services, il y a les détournements de biens saisis. Mais ici, on parle de détournement des deniers publics. Et en parlant de détournement des deniers publics, il faut au moins 5 éléments constitutifs pour que le détournement soit valable. Premier élément, c'est la qualité de l'auteur. Il faut que l'auteur ait revêti un statut d'agent public de l'État. Ce qui répond aux critères du ministre de la Justice, c'est un agent public de l'État. Deuxième critère, c'est la nature de biens détournés. Il s'agit des fonds publics de l'État. Troisième élément, c'est l'acte matériel. Il faudrait que le bien en question soit réellement détourné. Quand on parle du détournement, c'est-à-dire on a délocalisé le fonds pour des activités ou pour de fins personnelles. Celle qui était prévue. Celle qui était prévue, justement. C'est même ça, les détournements. 4, on parle de l'intention. Comment on peut reprocher, du point de vue intentionnel, comment on peut dénicher l'intention criminelle à charge de celui qui a soumis 1. Le projet au Conseil des ministres, 2. Le projet à la Première ministre pour sa validation, 3. À respecter les règles de passation de marché public. Et quand même la Première ministre a répondu à Moutamba, elle n'a pas dit n'avoir pas été au courant d'un tel dossier. Non mais ça c'est encore très grave. Ça c'est encore très grave. Lorsque M. Moutamba détient un document attestant que j'avais saisi la Première ministre, parce qu'il y a un accusé de réception, ça voudrait dire que le cabinet de la Première ministre ne travaille pas. C'est comme ça que ça veut dire. Et donc, sur ce point-là, vous ne pouvez même pas reprocher Moutamba. Et donc, le 5e point, élément constitutif de l'infraction de détournement, il faut qu'il y ait le préjudice causé à l'État. Parce que la victime d'un acte de détournement, c'est l'État. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a préjudice causé contre l'État? Est-ce que l'argent de l'État a disparu?
Est-ce que l'argent de l'État a été détourné? Finalement, on parle de quoi? Le point 4, vous parlez de l'intention, c'est ça? Ouais. Est-ce que l'intention ne découle pas dans la démarche ou ne découlerait pas du fait d'avoir passé le marché à une entreprise dont on ne sait pas tracer les parcours, Non. qui n'a aucune expérience Non. en la matière? Non, ça c'est un faux fuyant. Ce sont les tout députés ce que qui ont eu à le rappeler. Non, mais les députés n'ont rappelé que le réquisitoire du ministère public. Et le réquisitoire du ministère public est teinté, est tellement partial. Une entreprise, teinté de la mauvaise qui volonté. est née en 2024, comment saurait-elle avoir une expérience assise? Non, mais c'est les réquisitoires du ministère public qui vous dit ce chose. C'est le procureur général qui vous dit ce chose. Le réquisitoire est faux. Non, mais le réquisitoire n'élit pas le juge, malheureusement. Ce n'est pas au procureur général de qualifier le fait infractionnel. Encore que le ministère public est parti au procès. Lorsqu'on parle du réquisitoire, le réquisitoire, au fait, c'est une forme de plaidoirie du ministère public pour soutenir ses accusations devant le juge. Alors, le réquisitoire a dit faux. Non, mais on le saura lors du procès. Parce que le juge va évaluer les réquisitoires du ministère public comparablement à l'infraction que l'on reproche ou l'infraction à charge de Moutamba et aussi comparablement aux éléments légaux, matériels et intentionnels tels que prévus par la loi. Parce que la Constitution le dit, les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi et non du ministère public. Le dossier de Moutamba, c'est un faux dossier. Et le mea culpa de Moutamba, la commission chargée de l'auditionner au niveau de la chambre basse du Parlement. Mon frère, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous voulez dire que Moutamba a reconnu sa culpabilité dans une commission, ce qui voudrait dire que cette commission... Il a présenté amende honorable. Non, mais... Et il n'a jamais démenti. Écoutez, c'est des histoires. La commission parlementaire n'a jamais été un tribunal, en ce que je sache. Admettons qu'il a fait un mea culpa. Admettons qu'il a présenté ses excuses. Et après? Pour dire qu'il reconnaît ses torts. Non, ben écoutez, c'est des histoires. Les faits lui reprocher. C'est des histoires. Il y aura un procès. Et vous verrez. Le gros problème, c'est que Moutamba dérange. Le gros problème... Il dérange les intérêts de qui, justement? Non, les intérêts des mafieux. Les intérêts de ceux-là qui s'inscrivent dans une logique de la compromission aux valeurs sacrées de la République. Il dérange les intérêts mafieux. Entre-temps, lui-même est poursuivi pour détournement. Non, mais je vous ai un dit, ministre de la Justice. Frère, évoluons dans le débat. Il ne suffit pas de dire détournement pour attester qu'il y a détournement. Je vous ai démontré qu'est-ce qui a été détourné. Mon pépé ou les deniers publics de l'État. Qu'est-ce qui a été détourné? Parce que le fonds du peuple est là. L'argent du peuple est là. Ce qui est très paradoxal, nous avions connu de dossiers dans ce pays. Je commence par celui de 100 jours. Le voleur n'existe pas, mais 56 millions du peuple congolais ont disparu. Je prends le dossier de Tchile Djelou. Les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple a disparu. Le dossier de Covid-19. Les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple disparu. Je prends le dossier de l'EPST avec Tony Mwaba. Les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple disparu. Les dossiers lampadaires forage. Les voleurs n'existent pas. Vous savez, par moment, il faut avoir la honte. Il faut vraiment avoir la honte. Pourtant, pour celui que vous qualifiez des voleurs de la République, des détourneurs des deniers publics de l'État, les fonds est là dans un compte. Mais on parle de quoi au juste? Simplement parce que c'est un jeune. Simplement parce que Moutamba a des ambitions présidentielles. Simplement parce que la popularité de Moutamba s'accroît le jour. Simplement parce que Moutamba apporte des réformes. Simplement parce que Moutamba se distingue des autres. Vous savez, je me pose une question. Quelle serait alors la suite du projet de loi déposé par Moutamba à l'Assemblée nationale sur la création d'un tribunal pénal, économique et financier? On n'en parle même pas, hein, avec un parquet d'Artache, bien entendu. On n'en parle même pas.
Ça veut dire, on veut sacrifier Moutamba avec ses réformes. Qui veut le sacrifier parlant de ça? Mais je voulais que l'on soit on ne peut plus clair. On parle quand même d'un ministre d'État de la justice. Mais bien sûr. C'est pas un petit monsieur. Ouais. Alors, vous dites, on veut le sacrifier. Mais c'est très clair. Qui serait à la manœuvre pour faire sacrifier Moutamba? Puisque quelqu'un, pour combattre Moutamba, obtenir sa tête sur un plateau d'or, doit être plus fort que le ministre de la Justice. De qui viendraient ces coups? Les ennemis de la République. C'est très clair. Et vous le connaissez, de nom et de visage. Les mafieux de la République. Ceux-là qui refusent le changement substantiel dans ces secteurs de la justice. Ceux-là qui se sentent un peu touchés par la thérapie de choc administrée par les ministres de la justice, les médecins par excellence, choisis par le président de la République, qui a qualifié cette justice de malade. Le chef de l'État, il serait pour quelque chose. Il a pris position pour Nicolas Kazadi. Pourquoi n'opterait-il pas ou ne déciderait-il pas d'y voir clair et de sauver l'un des meilleurs ministres de son gouvernement? Vous savez, l'une des grandes qualités du président de la République, c'est sa capacité d'observer le fait. Il a lui-même dit, beaucoup pensent que n'a Zoba. Et je laisse les gens croire qu'il n'a Zoba. Et au bout de compte, ces gens-là finiront par changer d'avis. Les présidents observent. Les présidents écoutent le cri du peuple. Les présidents écoutent les réactions de la population. C'est pour la première fois que le peuple soutient un voleur de son argent. Curieusement. C'est pour la première fois, c'est lui que l'on qualifie de détourneur des deniers publics, l'argent du peuple, mais le même peuple le soutient. Jusqu'à arriver à ce niveau-là, jusqu'à autoriser les poursuites contre Moutamba, est-ce que par déduction, le président n'aurait-il pas accordé son accord? Je ne voudrais pas opiner sur des choses que je ne connais pas. Je reste sur la factualité. Puisque la politique est en train de jouer aussi sa carte. Puisque c'est la même politique qui fait que Nicolas Kazadi ne soit pas inquiété. L'Assemblée nationale a décidé je suis désolé, de ne pas poursuivre Nicolas Kazadi. Je me demande, le président sacrifierait Moutamba pour gagner quoi? Quel serait l'intérêt du président de la République? Nilma, il ne serait dans ses calculs politiciens. Non, mais les présidents de la République, je vous ai dit, restent observateurs. Peut-être il va agir au dernier ressort. Surtout qu'il s'agit d'un innocent. Surtout qu'il s'agit de celui qui n'a pas détourné le fond de la République. Surtout qu'il s'agit de quelqu'un qui a apporté des réformes substantielles. Surtout qu'il s'agit de celui qui a traqué l'ennemi avec un frontal contre Corneille Nangaa et contre Joseph Kabila. Peut-être qu'aujourd'hui, on allait déjà se retrouver dans une hypothèse d'un mandat d'arrêt international contre Joseph Kabila. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce c'est le plan de certains kabilistes pantantés, de certains kabilistes sous le visage de membres de l'Union sacrée qui servent des béquilles à leur maître de colle, Joseph Kabila, qui sacrifie aujourd'hui Moutamba? Parce que je ne comprends pas. Vendée serait-il kabiliste? Moi, je ne parle pas de nom, je ne cite pas le nom de qui que ce soit. Mais du moins, si vous ne voulez pas du nom... La première ministre serait-elle kabiliste? Je ne citerai pas le nom de qui que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez qualifier de kabilistes les actes posés par ceux-là à qui vous citez le nom. Les actes peuvent être kabilistes, peut-être pas le nom. Alors dans le cas sous examen, je reproche ces actes-là. Parce qu'il s'agit des actes qui, en réalité, freinent un élan de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Un élan de front à tous les niveaux. Le front militaire, le front judiciaire, le front diplomatique, le front économique, le front populaire. Depuis qu'on a commencé à poursuivre Moutamba, qui parle de Joseph Kabila, si ce ne sont pas les invectives de Jean-Pierre Bemba contre Kabila. Et vous saluez à l'Union sacrée? Non, que je ne salue pas. Je parle des invectives, je ne peux pas saluer les invectives. Il faut rester sur le fait. Vous dites que Kabila est un Rwandais, il faut le prouver. La
responsabilité de la preuve, c'est ce qu'on dit en droit, incombe à celui qui allègue le fait. Encore que c'est lui qui nous dit que Kabila est un Rwandais, a fait des accords avec Joseph Kabila, a été le vice-président de Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre que même si nous mettons ce genre-là sur la balance comparative avec Constant Moutamba, vous allez vous rendre compte que la démarche de Constant Moutamba contre Joseph Kabila était une démarche de qualité, une démarche justifiée par les canons judiciaires de notre pays, parce qu'il y a des faits irréprochables à charge de Joseph Kabila. Mais les fonds qu'il a reçus aussi de l'État pour mener des poursuites contre Joseph Kabila, ils devront se répondre de ça, parce que c'est quand même ébuesque que dans la rubrique, on retrouve des rubriques telles que financement ou encore soutien des influenceurs pour quelle campagne? Non mais vous savez, lorsque le président Tshisekedi disait que Joseph Kabila est derrière la rébellion de l'AFC de Corneille Nangaa, personne ne pouvait lui prêter oreille. On ne croyait pas au président de la République. Certains le considéraient comme quelqu'un qui racontait des balivernes, des épopées, des légendes. Mais aujourd'hui, nous avions tous donné raison au président de la République parce que les faits sont là. Jusqu'à ce jour, sa responsabilité n'est pas clairement engagée. Non, on reste dans la déduction, dans la supputation. Voilà pourquoi, aucune preuve. Voilà pourquoi. Parce que Bito Keïta à Goma n'a pas rencontré Kabila. Non, mais, comme membre de l'AFC. Vous voulez dire que Kabila n'a pas de corréité avec l'AFC et M23? Donc, je me limite à l'analyse, à la lecture des faits. Non, mais vous ne pouvez Peut-être pas... vous pouvez avoir votre lecture de Non, mais moi, je n'ai pas de lecture à faire. J'ai plutôt la lecture sur les dires de Joseph Kabila. Vous avez suivi, hier ou avant-hier, les discours de Kika Abin Karoubi. Qu'est-ce qu'il dit? Il légitime le M23. Il dit que le M23 a changé des objectifs. Le combat du M23 dans le temps n'est pas celui d'aujourd'hui parce que le M23 porte les aspirations du peuple, comme l'a dit Joseph Kabila. Comment on peut être un ancien président de la République et s'allier à un État que toutes les nations du monde considèrent comme un État agresseur? Comment vous pouvez comprendre ça? Apparemment, à l'Union sacrée, vous ne voulez pas la vérité. Dans ce que dit Kikaya, est-ce que y a-t-il pas quelque chose à considérer? Laquelle? Qu'est-ce qu'on peut considérer dans une... Aujourd'hui, on est dans le processus des Doha. Ouais. Quand on présente un mouvement rebelle comme ayant de revendications légitimes, c'est le même revendication, le même préoccupation qu'a le peuple congolais qui prône ces mouvements-là, la bonne gouvernance. Non mais qui vous a dit... La fin de l'insécurité. Non mais qui a le monopole parce qu'il réclame bonne gouvernance? Qui a le monopole parce qu'il critique le mauvais leadership de Félix Tshisekedi? Mais qui a le monopole de tuer? Donc vous pouvez tuer les Congolais parce que Tshisekedi gouverne mal. Vous pouvez tuer les Congolais parce que Tshisekedi est un népotiste. Donc vous voulez me dire que vous voulez aujourd'hui dialoguer avec un gouvernement qui n'a pas de revendication? Non mais... revendications ou pas, nous tous nous avons des revendications, même vous et moi nous avons des revendications. On n'est pas assez d'accord de la manière de faire de notre gouvernement. Peut-être le pire de notre président de la République, Félix Tshisekedi. Mais faudrait-il prendre les armes et tuer les Congolais parce que Tshisekedi gère mal le pays? Chacun a sa conscience et ses moyens de procéder pour revendiquer ce qui lui revient de droit. Vous dites que chacun a sa manière de procéder parce qu'il lui revient de droit. Personne n'a le droit de tuer. Vous voulez dire que Kabila a le droit de tuer les gens? Je n'ai pas dit ça. Vous voulez dire ne que me faites Nanga... pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous voulez dire que Nanga a le droit de tuer? Mais c'est illogique alors. Et donc aujourd'hui, on comprend que Joseph Kabila prend le camp ou la position aux côtés de l'ennemi de la République contre malheureusement la patrie qu'il a dirigée pendant 18 ans. Et c'est ce qui est très déplorable. Allez, Moutamba, s'il au fond, c'est-il qu'il est innocent et que ce qu'on lui reproche, ce ne sont que de mensonges cousus en fil blanc, pourquoi s'engagerait-il dans un dilatoire qui ne dit pas son nom? Quel dilatoire? Quand il récuse le procureur général près la Cour de cassation, ça c'est inédit. Personne ne peut récuser le procureur
si ce ne sont que les magistrats sous ces ordres? Je ne voudrais pas constater l'apprentissage de cours de droit par procuration, frère. Chacun de nous a le droit de récuser les magistrats. Mais pourquoi vous ne vous apaisantissez pas sur les éléments même qui font l'objet de la récusation? Lorsqu'on récuse un magistrat, c'est lorsqu'il y a suspicion légitime. C'est lorsqu'il y a des doutes sur son impartialité. Qui ne sait pas que Vondé, le procureur général, a des antécédents avec le ministre de la Justice? Qui ne sait pas que le procureur général manifeste de plus en plus l'inimitié vis-à-vis du ministre de la Justice? Dis-moi, quelle a été l'intention pour l'office du PG de balancer les audios, une conversation privée entre lui et le ministre de la Justice, qui était dans une démarche de quelqu'un qui sollicite la paix avec son père? Il ne voulait pas un bras de fer avec il ne voulait pas un bras de fer avec son père. Mais donc, quelle a été l'intention si ce n'est pas de nuire Moutamba carrément? Malheureusement, on se retrouve dans un contexte où les mêmes procureurs généraux veulent poursuivre les ministres de la Justice. Quoi de plus normal de les récuser, lui et ses subalternes? C'est des bons droits. Vous avez dit si Moutamba serait innocent. Non, il n'y a pas de si Moutamba était innocent. Allez, cas Nicolas Kazadi. 2 poids, 2 mesures. Non, je ne voudrais même pas comparer les cas de Nicolas Kazadi à celui de Constant Moutamba. Celui de Nicolas est flagrant. Non, mais un très bel exercice comparatif entre le cas de Nicolas Kazadi, c'est celui de Jean-Marc Abound. Ils ont tous les deux le même statut. Député national, député national. Ils ont posé pratiquement le même fait. Propagation de faux bruits, outrage au président de la République, etc., etc. C'était des discours. 2 députés ont tenu de discours compromettants et dérangeants. Jusqu'à minimiser le ministre d'État de la Justice. Alors pourquoi Pourquoi Jean-Marc Abound a fait la prison? Pourquoi on a levé les immunités de l'honorable député national Jean-Marc Abound pour faire la prison? Et pourquoi, pour Nicolas Kazadi, l'on veut préserver la liberté d'expression d'un député national? C'est cela qui a le 2 poids, 2 mesures. Parce que si on se permet de comparer les cas de Nicolas avec celui de Moutamba, on va vous dire non, les faits ne sont pas à comparer parce que de l'autre côté, on parle du détournement et de l'autre côté, on parle d'un discours qui produit des effets infractionnels. Je vous amène à un terrain où il y a égalité en termes de statut, député. Ils ont commis pratiquement les mêmes forfaits. Mais pourquoi Kabound a été arrêté? Les faits sont similaires pour Kabound. Mais les faits sont similaires. Kazadi a traité les régimes de Tshisekedi des jouisseurs. C'est ce que Kabound a dit. Il n'a pas dit... Il a presque dit la même chose. Mais justement, des termes différents. Justement, c'est ce que je parle. Ils ont dit presque la même chose, mais malheureusement, l'un a été arrêté, l'autre protégé. C'est bien dommage. L'Assemblée nationale aujourd'hui devient une machine à broyer, une caisse de résonance. L'Assemblée nationale a perdu son statut de temple de la démocratie et des protecteurs des intérêts du peuple. Simplement parce qu'il y a des gens qui veulent satisfaire certains individus au détriment des intérêts généraux. Manik Seyenda à Corée-Cri, l'état des droits. Mais c'est à quoi on assiste? C'est ça l'état des droits? Non, mais l'un est protégé parce qu'il serait des lions sacrés. Non, mais moi, je n'ai jamais... Et l'autre, on décide de le noyer. Vous savez... parce que pour des raisons inavouées. Moi, je n'ai jamais été dans ces registres de l'union sacrée de la nation. Déjà que je ne suis pas membre, je vous ai toujours dit. Sinon, je n'allais pas combattre le changement de la Constitution, comme je l'avais fait en son temps. Manix, c'est un acteur politique que vous m'avez présenté comme un volontaire de la République. Je reste attaché aux valeurs de la République. Si le président Tshisekedi fait une bonne chose, on doit l'applaudir. Si le président Tshisekedi, avec son régime, font des mauvaises choses, nous devons le pousser à corriger les tirs. Moi, je ne suis pas dans une posture d'un opposant. Moi, je suis plutôt dans le registre d'un proposant.
Parce que je ne suis pas dans la gestion. À la limite, je ne peux que proposer. Je ne peux que dire à ceux qui détiennent le bâton de commandement, regardez, faites attention, la direction que vous avez prise, elle est dangereuse. Prenez plutôt telle direction, comme je l'avais fait lorsque je combattais cette mauvaise idée toxique et nocive en même temps de vouloir à tout prix changer la Constitution. Je l'ai fait avec mon indépendance d'esprit. Vous êtes fier aujourd'hui d'avoir joué un certain rôle en résistant courageusement à cette idée. Non, mais lorsqu'on se rend compte que vous avez sauvé la patrie et par votre acte courageux, quoi de plus normal d'en être fier? Allez, merci. Les dialogues. Le camp de la patrie, que signifie-t-il? Est-ce que le camp de la patrie rime avec la gabégie, la mauvaise gouvernance, tribalisme? Non. Et que sais-je? Et aussi, vous allez commenter sur cette affaire et puis on va se quitter. Le camp de la patrie, c'est le camp du peuple congolais. Le camp de la patrie, c'est le camp de la Constitution. Le camp de la patrie, c'est le camp du président de la République et des institutions du pays. Avec des scènes du genre, on n'est pas dans le camp de la patrie. Non, mais c'est pas vouloir aimer la patrie. Vous pouvez être dans une institution et être en dehors de la patrie, c'est possible. Parce que ce qui éjecte quelqu'un de la patrie, c'est ses actes anti-patrie. Vous avez parlé de la corruption, le gabegie financière, les concussions, la corruption, etc. C'est des actes anti-patrie. Et tous ceux-là qui commettent ces genres d'actes ne font pas partie du camp de la patrie. Le camp de la patrie, c'est votre camp, c'est mon camp. Et lorsque Martin Fayulu nous invite de prendre part aux côtés de la patrie, c'est juste pour nous dire, ben regardez, nous avons des problèmes, mais nous avons un ennemi commun. Nous devons nous ranger aux côtés de la patrie pour combattre l'ennemi de la patrie qui est le Rwanda. Pour moi, c'est un message pathétique, patriotique, un message que j'adhère à 100%. Radical qu'il était hier, qu'est-ce qui le ramène à changer de fusil d'épaule aujourd'hui? Au sein de l'opinion, selon des sources concordantes, Fayulu serait le dauphin occulte de Félix Tshisekedi et il veut jouer un certain rôle en cette période où il y a deux camps qui se dessinent. Vous savez, en attendant le dialogue. Lorsque l'on privilégie la patrie au-dessus du parti, quoi de plus normal d'être républicain et flexible même à l'égard de ceux qui détiennent les bâtons de commandement. Vous savez que la démarche de Martin Fayulu est légalisée, je dirais même constitutionnalisée. Regardez l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition politique. Cette loi recommande aux opposants, et même c'est une obligation, de privilégier un climat de dialogue et de concertation avec le gouvernement dans une situation de conflit politique interne. C'est ce que Fayulu a fait. Article 63 de la Constitution. On donne l'obligation à tout Congolais de barrer la route contre toute menace ou agression de l'extérieur en vue de préserver la souveraineté nationale. C'est ce que Fayulu a fait. Et donc, à ce stade, le radicalisme n'a pas sa place. C'est plutôt le patriotisme qui a sa place. Et Martin Fayulu a privilégié la patrie au-dessus du parti. Quoi de plus normal d'avoir les dévolus de Manix Iyenda, je lui dis coup de chapeau. Et vous pensez qu'il se rapproche de Tshisekedi par patriotisme ou par amour ou selon certains, il y voit ses intérêts? Je suis fortement convaincu que dans la classe politique congolaise, il n'y a pas deux frustrés plus que Martin Fayulu. Il n'y a pas deux victimes politiques plus que Martin Fayulu. C'est lui à qui on a volé le pouvoir, Nanga l'a dit. Et aujourd'hui, Martin Fayulu se trouve au milieu. Le même Nanga a dit que celui qui a gagné les élections de 2018, c'est Kabila. Et c'est Tshisekedi. Sur Télé 50. C'est même ça, le manque de crédibilité. Pourquoi vous croyez à la deuxième version qu'à la première? Non mais, qui le dit? Qui se dédie? C'est Nanga, ce n'est pas moi. Et lorsque Nanga vous dit
que Tshisekedi n'avait pas été élu, malheureusement, il ne dit jamais aux Congolais qui a été réellement élu. Conclusion logique, nous disons que c'est Fayoulou qui a été élu. Donc, Fayoulou se retrouve au milieu d'un voleur de son pouvoir, qui est Joseph Kabila Enanga, et d'un receleur de son pouvoir, qui est Félix Tshisekedi. Alors lui choisit le moindre mal. Parce que les receleurs n'existera pas si les voleurs n'existent pas. Il a choisi de s'attacher à Tshisekedi pour combattre les vrais problèmes qu'on appelle Kabila. Les voleurs du pouvoir. Les metteurs en scène de ce qu'on a appelé autrefois le hold-up électoral. Le chef d'orchestre du vol des urnes, des voix du peuple. Et Fayoulou a compris les vrais problèmes. C'est Kabila et c'est Nanga, ce n'est pas Tshisekedi. Allez, merci. Votre dernier mot. Moi, je voudrais simplement dire à mon frère, Constant Moutamba, on ne te lâchera pas. Sois solide, sois fort. Ceux-là qui veulent éliminer dans la classe politique du pays, ils préparent un chemin de la gloire pour toi. Je suis fortement convaincu que Moutamba est au-delà de l'homme, est au-delà du nom. Moutamba est un esprit. Et cet esprit-là va germer dans la tête de beaucoup de jeunes Congolais. Parce qu'il y aura un moment où nous devons rompre avec le mauvais système qui s'installe. Je vous dis. Allez, merci beaucoup à toutes et à tous qui nous avez regardés. Nous vous disons grandement merci. Et nous vous retrouvons à très très vite, Inch'Allah, avec d'autres numéros, d'autres invités.